Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto JS sur la validation des formulaires. Le but est qu'à la fin de celui-ci, vous soyez capable de vérifier et valider ou non dynamiquement des formulaires ou bien des champs spécifiques de vos formulaires à l'aide de JavaScript. Au niveau de ce tuto là, pour la validation des formulaires, vous allez voir qu'il y a pas mal de notions qu'on va en fait reprendre d'anciens tutos, c'est-à-dire notamment la récupération d'éléments depuis le HTML, donc d'éléments HTML en JavaScript, l'interaction avec des événements, donc détecter des événements sur la page, c'était juste le tuto précédent, et on va mettre un petit peu tout ça ensemble en relation avec les formulaires, donc il y a des petites nouvelles choses bien sûr que je vais vous montrer, mais globalement ça va être des rappels, ça va être une façon de mettre en application ce qu'on a déjà pu aborder précédemment. Donc pour commencer, eh bien, je vous propose de créer un petit formulaire comme ceci, form, et on va mettre un input type égale texte. Name, on va dire par exemple que c'est un pseudo. On va revenir à la ligne, on peut faire un petit saut de ligne d'ailleurs, et on va simuler en fait un tout petit formulaire de création de compte. Donc name par exemple égale email. Hop, br, comme ceci. On va dupliquer la ligne, je vais mettre email confirmation. On va demander de choisir également un mot de passe, donc password. Ici, ce serait des inputs plutôt de type email. On a ici donc email confirmation, ça va devenir password, donc mot de passe, MDP. Et ensuite, pour terminer, on va avoir par exemple, on va avoir le champ de validation du formulaire, donc type égale submit. Et value, on va dire par exemple inscription. Voilà, donc c'est vraiment pour faire un formulaire très générique sur lequel on va travailler et qu'on va relier à notre app.js. Donc si je me rends sur la page ici et que j'actualise, on voit bien qu'on a tous les champs. Et pour que ce soit un petit peu plus parlant, on va également rajouter des placeholders pour dire ici pseudo. On va mettre juste en dessous email comme ceci. Confirmation de l'email également, donc confirmation de l'email. Et juste en bas, mot de passe. Placeholder égale mot de passe. Et donc ici, on a quelque chose qui ressemble à un formulaire d'inscription. Donc là, par défaut, le formulaire est en get, alors ça je le précise plutôt pour les personnes qui ont déjà fait un peu de backend, comme du PHP par exemple, c'est-à-dire que si on ne précise pas de méthode d'envoi du formulaire ici, eh bien il va être envoyé avec les variables qui vont passer directement au niveau de l'URL. Je vous le montre quand même parce que ça va être important pour la suite, alors je vais mettre pseudo par exemple primefx, emailp@g.com, voilà je mets n'importe quoi, hein, confirmation de l'email, mot de passe, donc ici je vais mettre n'importe quoi pareil, et inscription. Et si je clique sur le bouton inscription, on voit qu'il y a bien toutes les variables ici qui passent au niveau de l'URL. Donc don't save ici, je vais enlever ça, là c'était juste pour montrer que voilà, le formulaire est fonctionnel, et maintenant on va commencer à interagir avec tout ça en JavaScript. Donc on va déjà commencer par placer un identifiant, le but c'est de récupérer la validation du formulaire, et il y a un événement qui existe pour ça, qui est prévu pour ça en JavaScript, donc on va mettre ici id connexion par exemple, enfin inscription plutôt, app.js, et ici on va faire un document.getElementsById de inscription, donc qui est du coup le formulaire qu'on vient de créer. On va préciser dessus un événement, donc un écouteur d'événement, addEventListener comme ceci. Et on va lui dire qu'on aimerait écouter l'événement submit, c'est un événement qui va être déclenché automatiquement lorsque le formulaire va être envoyé. Donc function, on ouvre ici les accolades, on a bien notre fonction de rappel, notre fonction de callback à l'intérieur de l'événement inscription, enfin de l'écouteur d'événement plutôt. Et ici on va faire tout simplement un alerte formulaire envoyé, point d'exclamation, pour dire que le formulaire a bien été envoyé. Hop, on peut ici actualiser la page, et si je fais inscription, il me dit formulaire envoyé. Donc ça c'est simplement pour vous montrer que lorsqu'on a cet écouteur d'événements submit sur le formulaire, on peut tout à fait détecter, la détection marche bien justement sur notre formulaire pour voir lorsqu'il est envoyé. On peut ici ajouter un petit E parce que ce qui se passe c'est que le formulaire, enfin l'événement ici va détecter un élément sur lequel on clique, on peut le passer en paramètre E, ici on peut l'appeler comme on veut, hein. Si on voulait l'appeler salut par exemple, on pourrait appeler notre élément salut, c'est juste le premier paramètre de la fonction de rappel. On va l'appeler E de façon assez conventionnelle et on peut dire E.preventDefaults comme ceci, qui va nous permettre d'empêcher le comportement par défaut du formulaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si je clique sur inscription, à chaque fois il va me recharger la page et vous avez vu qu'il m'écrit toujours ces variables d'URL à cet endroit-là. Si je les efface, que je clique ici sur entrée, donc que je réactualise la page, que je fais inscription, ils me disent formulaire envoyé, mais cette fois-ci on voit que la page n'est plus rechargée. Pourquoi? Parce qu'on a justement ce i.preventDefault. Donc ça, c'est juste pour le comportement en soi, le comportement par défaut du formulaire. Et maintenant, on va venir traiter nos champs. Alors, par exemple, on peut ajouter un id sur le pseudo. Ici, on va dire id égale pseudo, id égale email.
et on va venir les récupérer de l'autre côté. On peut ajouter ça pour les autres aussi, hein. ID égale email 2 par exemple pour la confirmation de l'email, et enfin ID égale MDP. Donc là on a bien tous les champs, le submit on n'en a pas spécialement besoin ici, et on va récupérer tous ces champs un par un. Pour ça on peut faire var par exemple pseudo égale documents.getElementsById, et on va récupérer notre champ pseudo. Je ferme la parenthèse ici, on revient à la ligne, on va faire la même chose pour email, et la même chose encore une fois pour email 2 et ensuite MDP. Alors là on récupère bien tous les champs et on va pouvoir faire des tests sur les champs. Par exemple, si on veut vérifier que les champs ne soient pas vides, donc un test vraiment élémentaire, on pourrait faire, alors on va déclarer une variable erreur tout en haut, var erreur comme ceci, on va mettre un petit espace, et un petit peu plus bas on va dire par exemple if différent de pseudo.value, puisqu'on détecte ici la valeur de cet élément là, c'est comme si j'écrivais en fait, je vais reprendre le code ici, c'est comme si j'écrivais ça.value et différent devant pour dire qu'il n'y a pas de valeur à l'intérieur, ou alors on pourrait écrire également la valeur est égale à rien du tout, voilà, à une chaîne de caractères qui est vide. Donc on prend cette syntaxe raccourcie, hein, et on va utiliser simplement not pseudo.value, et on va dire à l'intérieur, bah, si on a ça, on peut dire que erreur égale veuillez renseigner un pseudo, par exemple. On pourrait faire la même chose pour tous les champs, donc par exemple email, email 2, mot de passe, etc. On va le faire pour email et mot de passe, MDP. Et ici, on a veuillez renseigner un pseudo, un email, un mot de passe, un mot de passe. Et un petit peu plus bas, on pourrait afficher l'erreur. Alors pour ça, on peut créer simplement un petit paragraphe juste ici. P, on va lui donner un style pour dire style égale color red pour bien montrer que c'est un message d'erreur. Et ID égale, on va dire que c'est notre erreur. Là, ça ne contient rien du tout pour l'instant, mais ensuite on va venir vérifier au niveau du JavaScript, on va dire if erreur, si on a une erreur. Dans ce cas-là, on va prendre notre élément, donc on va prendre documents.getElementsById de erreur, qui est du coup notre paragraphe qui va permettre d'afficher l'erreur, et inner HTML, on va écrire à l'intérieur de ce paragraphe notre erreur, le contenu en fait de notre variable erreur. Donc, formulaire envoyé ici, on va le laisser comme ça, et on va dire s'il y a une erreur, on affiche bien le message d'erreur, on peut empêcher le comportement par défaut du formulaire, on peut même faire un return false pour être vraiment sûr que plus rien ne se passe plus tard au niveau de la fonction, et dans le else par contre on va dire, bon bah s'il ne se passe rien, enfin s'il n'y a pas d'erreur plutôt, on va bien envoyer le formulaire, donc on fait un alert de formulaire envoyé. Là, en fait, on fait de la vérification champ par champ. Alors bien sûr, on va voir qu'on va pas toujours être obligé de comme ça, mais c'est vraiment pour aborder le problème, pour vous montrer quel va être le problème qui pourra se poser. Si je clique ici sur inscription, il me dit veuillez renseigner un mot de passe, parce qu'il commence par le dernier ici, le dernier champ. Donc on va le mettre dans l'autre ordre, ce sera un petit peu plus logique, comme ceci. Actualiser, inscription, veuillez renseigner un email. Donc cette fois-ci, il me demande en premier un email, et on pourrait même le mettre, voilà, c'est ça que je voulais faire à la base. Un pseudo, on va dire par exemple primefx, je clique sur inscription, ils me disent ah bah il faut également un email, p@g.com, voilà je mets un email très court, ok, veuillez renseigner un mot de passe, on n'a pas traité le champ de la confirmation, et là je vais mettre par exemple, voilà, un mot de passe, inscription, don't save, alors ici je vais cliquer sur never save, voilà comme ça le formulaire ici n'apparaîtra plus, et il me dit bien formulaire envoyé, puisque cette fois-ci on n'a plus rencontré d'erreur. Alors par contre, si je clique sur OK, on voit qu'il ne se passe rien, la page n'est pas rechargée, puisqu'on a encore le i.preventDefault qui est ici tout en haut, donc celui-là on va venir le supprimer, il ne sert plus à rien ici. Nous ce qu'on voudrait c'est simplement faire la vérification du formulaire, s'il y a une erreur on fait un i.preventDefault pour empêcher le rechargement de la page et donc l'envoi du formulaire, et sinon on ne fait rien et on laisse simplement dire voilà formulaire envoyé, mais en réalité on n'aura même pas cette partie, on va simplement envoyer le formulaire. Donc on va revenir sur la page, je vais l'actualiser, ici je vais renseigner un nouveau mot de passe, ou alors j'en renseigne pas, inscription on voit qu'il me met toujours le message d'erreur, et si je mets un mot de passe il me dit formulaire envoyé, et regardez bien au niveau de l'URL ici, si je clique sur OK, on voit bien qu'on a tous les champs derrière qui sont apparus. Ce qui nous confirme bien, en fait je laisse ces champs apparaître ici, parce que ça nous confirme bien que le formulaire a été envoyé. Donc voilà pour la vérification des champs, mais vous en conviendrez, c'est un petit peu délicat. Si on avait beaucoup de champs, par exemple pour une grosse inscription, pour un gros formulaire, on ne pourrait pas se permettre de vérifier tous les champs comme ça, un par un, à part des champs peut-être spécifiques, mais on aimerait bien faire quelque chose d'un petit peu plus global. Pour ça, pas de souci, on pourrait créer une variable input, donc ça je vais venir le supprimer, ou alors je le mets en commentaire, voilà, comme ceci. On va faire de même pour ce qui est juste en bas ici, et on va garder par contre notre erreur, voilà. Je vous mettrai le code, je laisse en commentaire parce que je mettrai le code également dans la description sur primefx.com, comme ça vous aurez accès à tout ce qu'on a fait.
Alors, on a if, alors pas if, var inputs, on va récupérer toutes les inputs de notre formulaire. Pour ça, document.getElements avec un S, j'insiste bien dessus, by tagname, comme ceci, et on va récupérer par exemple toutes les balises input. De cette façon, on va récupérer toutes les balises ici input, donc toutes celles-ci. Et inputs, on va pouvoir faire une boucle dessus, donc on va faire par exemple un for var I égale 0, I inférieur à inputs.length, parce que input c'est un tableau qui contient toutes les entrées ici de notre formulaire, et point virgule I++. À l'intérieur de ce for, on va dire if différent de input I, donc pour avoir une input, une entrée en particulier, point value. Dans ce cas-là, on va dire erreur égale, ça va être une erreur plus générique du coup, mais on peut dire erreur égale veuillez compléter ou renseigner, voilà, renseigner tous les champs. De cette façon, ici, on évite d'avoir tous les champs ici à traiter un par un. Alors, le message d'erreur est plus générique, mais par contre, on n'a plus qu'un seul champ, on n'a plus qu'une boucle à faire et on peut rajouter autant d'inputs qu'on veut. Et là, si on revient ici et qu'on teste, inscription, il me dit veuillez renseigner tous les champs. Donc là, je mets n'importe quoi. Pareil, alors une adresse email ici, @g.h.com, voilà, ça marchera aussi au niveau de la syntaxe. Veuillez renseigner tous les champs, je vais mettre ça aussi, tous les champs. Et ici, un mot de passe, inscription, et là, formulaire envoyé. Ça marche, et on a bien la page qui est réactualisée. Donc ça c'est pour le cas un peu plus générique, mais maintenant il y a quelque chose d'encore mieux. Alors, petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si on n'a pas de value ici dans le submit, toutes les inputs sont prises en compte. Alors regardez ce qui va se passer, c'est assez intéressant. Si j'enlève la valeur ici, il me dit submit query, c'est la valeur par défaut ici dans ce navigateur. Et si je mets des valeurs partout, donc par exemple ici une adresse mail, une autre adresse mail, un mot de passe, submit query, il me dit veuillez renseigner tous les champs. Pourquoi? Eh bien parce que, comme dit, on prend toutes les inputs ici, donc on va faire un console.log de inputs pour voir ce qui se passe à l'intérieur. On va faire submit query, HTML collection, on voit qu'on a toutes les inputs ici qui apparaissent, hop, si je déroule on a bien tout ça, mais on a également l'input ici submit, donc on a 0, 1, 2, 3, 4, ça c'est ce qui va passer dans notre for à chaque fois, dans notre boucle. Je vais revenir au niveau de la boucle, là, comme ceci, on va faire un console.log de input i, comme ça vous voyez encore mieux ce qui va se passer au fil du temps, et on voit qu'on a chaque input qui est prise à part. Et la dernière, c'est input type égale submit. Et si on regarde dans cet input-là, on peut descendre, il y a beaucoup de propriétés, hein, je ne vais pas toutes vous les faire. Mais si on descend, on voit ici qu'on a, hop, juste ici, value qui ne contient rien du tout. Alors que tous les autres champs, si je viens par exemple ici sur le pseudo, ça va contenir ça, SDFSD. Je descends au niveau de value. Alors si je le trouve, voilà. Et on a bien la valeur de l'attribut. Enfin la valeur du champ plutôt. Donc ça veut dire que submit, il lui faut obligatoirement une valeur. Donc il lui faut par exemple value égale inscription, c'est ce que j'avais mis juste avant. Là si je fais ça et que je fais à nouveau mon inscription, ça va fonctionner. On peut voir avant de cliquer sur OK ici le résultat. Et je reviens sur submit, on voit bien que dans value, si je le trouve à nouveau, hop, il y a tellement d'attributs ici. Voilà, value égale inscription. Donc on a bien quelque chose et le formulaire peut être envoyé sans souci. Dernière petite chose par rapport à cette méthode, c'est qu'on a ici un document.getElementsByTagNameInputs. Le problème avec ça, c'est que ça va prendre les balises input de l'intégralité de notre page, de notre document HTML, et donc si on avait plusieurs formulaires dans la page, eh bien ça nous récupérerait les inputs de tous les formulaires. On aimerait éviter ça, et pour ça on peut utiliser simplement document.getElementsById de inscription, .document, alors pas .document du coup, mais .getElementsByTagNameInput. Et là, si on revient sur cette page, le comportement va être exactement le même. Donc je vais reprendre ici les mails, un mot de passe, inscription, et il nous dit bien formulaire envoyé. Pourquoi le comportement est exactement le même? Voilà, si je clique sur inscription, il me demande de renseigner tous les champs, parce qu'on demande en fait tous les champs getElementsByTagNameInput qui appartiennent uniquement à notre getElementById inscription. Donc on prend uniquement les champs qui sont à l'intérieur. Encore plus court, pour faire un petit raccourci, on peut utiliser à la place de tout ça un this comme ceci, puisque au sein de la fonction ici de rappel de notre addEventListener, eh bien la détection va se faire sur le formulaire qui a été submit, sur lequel on a détecté cet événement. Et à partir de cet élément, on va créer un this, cette variable en fait que JavaScript connaît et qu'il va interpréter comme le document.getElementsById qu'on a juste ici. De cette façon, si on actualise la page et qu'on revient sur le formulaire, à nouveau le comportement est exactement le même. Donc je vais re-remplir tous les champs, inscription et le formulaire est envoyé. Voilà par rapport à ça, mais on va voir encore une façon peut-être un peu plus propre, un peu plus, pas générique, mais disons une façon de faire qui est implémentée directement dans JavaScript également, qui est une petite différence. Alors je vais effacer tout ça.
en utilisant document.forms, qui est une variable globale qui est connue par JavaScript, donc document.forms comme ceci, et on va pouvoir faire un console.log dans un premier temps de ça pour voir ce que ça représente. Si on actualise la page, on voit qu'on a une HTML collection avec form inscription, c'est bien notre formulaire, et on a ici l'ensemble des inputs, donc de nos champs, qui sont à l'intérieur de ce formulaire. Alors ce document.forms, on va pouvoir l'utiliser en rajoutant simplement un name ici au niveau du formulaire, name égale, et on va dire inscription par exemple. On peut enlever ici le id qui ne nous servira plus à rien. Pareil ici pour tous les champs, enfin tous les attributs id. id on peut le supprimer, ici également et ici aussi. Vous allez voir pourquoi hein, assez rapidement. On va revenir sur la page, on a toujours notre HTML collection, on a toujours notre formulaire inscription, et ici on a bien name inscription, name pseudo, name email, etc. Ce document.forms, en fait, si je lui passe maintenant, donc c'est un tableau en fait de formulaires, et chaque formulaire est un tableau de champs qui sont à l'intérieur du formulaire, on va pouvoir récupérer ici inscription. Ça c'est le formulaire en lui-même, donc là si je fais un console.log, on a le formulaire qui apparaît, comme ceci. D'ailleurs, on peut vérifier, hein, si on utilise id ici, que j'actualise la page, on a le même forme qui apparaît. Donc pour le formulaire, on peut conserver un id. Pour les champs, en théorie, on pourrait également, mais conventionnellement, on va plutôt mettre un name. Et en plus, c'est le name ici qui va être récupéré si vous faites du backend après par la suite, puisqu'il va falloir traiter le formulaire également en backend. Donc, de manière générale, on va mettre soit un id, soit un name, mais je vais garder le name pour que ce soit plus homogène au niveau du formulaire. Mais sachez que ça marche également avec un id. Donc on va récupérer inscription, et si on veut récupérer un champ, je vous ai dit juste avant que chaque formulaire était un tableau de champs, de tous les champs qu'on a à l'intérieur. On peut récupérer par exemple email confirmation, comme ceci. Et là, si on actualise la page, on va bien récupérer notre champ email confirmation, avec tous les attributs qui le concernent. Donc notamment celui qui nous intéresse le plus ici, qui est value. Juste ici, voilà value qui ne contient pour l'instant rien du tout. Ce qui va nous intéresser du coup ici, ça va être de reprendre ce qu'on a pu faire juste en dessous ici, mais en le mettant façon document.forms avec cette nouvelle méthode. Alors pour ça, je fais simplement un copier-coller de tout ce qu'on a fait, voilà, comme ceci. Je vais venir supprimer ici la partie traitement, mot de passe, etc. avec les champs un par un, comme ceci. Et on a bien notre erreur qui va être affichée, notre for ici, etc. Et inputs, en fait, à la place d'être this.getElementsByTagName, on va vouloir que ça ressemble à ça, que ce soit les inputs de notre document forms, enfin document.forms inscription. Pour ça, on peut faire un document.forms de inscription. .addEventListener submit pour écouter l'événement submit sur ce formulaire, ça marche totalement, et on va récupérer ensuite toutes les entrées, mais en fait ce document.forms inscription va correspondre au this ici à l'intérieur, et le this en fait va contenir directement toutes les inputs. C'est pour ça qu'on peut juste laisser ça comme ça, de cette façon, voilà, et on va avoir exactement le même traitement, donc on peut réutiliser totalement le code qu'on a vu juste avant, mais avec cette façon de faire. Si j'enregistre ici, j'actualise la page, hop, inscription, le fonctionnement est toujours exactement le même. Et on a toujours tous les champs qui apparaissent à cet endroit-là. La chose pratique, en fait, le côté pratique en utilisant cette méthode plutôt que celle qu'on a vue juste avant ici, c'est qu'on récupère les getElementsByTagName input, donc c'est bien si on a un formulaire qui ne contient que des inputs, mais dès qu'on va avoir par exemple des textArea ou bien des listes select en HTML, il faudrait faire plusieurs getElements, etc. Alors qu'ici, on a directement dans le this qui est ici, donc dans le document.forms inscription, on va récupérer tous les champs en fait du formulaire qui ont un attribut name, c'est-à-dire que si on avait des listes, select, des textArea ou quoi que ce soit, on pourrait également les récupérer. Donc là, on a cette façon générique de traiter le formulaire ici qui va nous demander de renseigner tous les champs, mais on peut bien sûr rajouter, si on le souhaite, du cas par cas, c'est-à-dire que là, on a un cas générique, on veut qu'aucun champ ne soit vide, et ensuite, on peut rajouter, par exemple, if this, donc pour avoir les inputs, donc on peut l'utiliser avec inputs également, hein, c'est pareil, inputs, par exemple, email, égale, ou est différent plutôt de primefx at p.com, voilà, mettre quelque chose de totalement aléatoire, on pourrait dire erreur égale adresse email incorrecte. Ça c'est simplement pour vous montrer que d'une part ici on peut montrer un cas générique, donc traitement générique, je vais le mettre ici, et on peut faire également un traitement au cas par cas, traitement cas par cas, champ unique. Ou plutôt input unique. Ça permet de voir qu'on peut traiter ici, mettre un message d'erreur avec une boucle sur l'ensemble des champs, mais par contre si on veut vérifier quelque chose de spécifique à ce niveau-là, on peut également le faire. Ici, si je reviens à ce niveau-là, je vais mettre un pseudo, je vais mettre une adresse email, voilà, comme ceci, un mot de passe.
il me dit, alors si j'enlève ça, si j'enlève le mot de passe, il va me dire veuillez renseigner tous les champs. Et si je le renseigne ici, il va me dire adresse email incorrecte, parce qu'il s'attend ici dans email à avoir primefx@p.com. Donc si je lui mets ici primefx@p.com, il va bien me dire adresse. Alors il me dit toujours adresse email incorrecte, pardon, puisqu'on vérifie pas inputs email, mais on vérifie inputs email.value. C'est la valeur de cet élément-là qu'on veut. Il faut bien se souvenir qu'on récupère ici non pas la valeur directement, mais bien tout l'élément avec tous ses attributs. Donc je reviens sur la page, voilà, je vous remonte l'exemple, hop, on entre quelque chose, et là il me dit bien formulaire envoyé. Pourquoi? Puisqu'on a bien rentré l'adresse email qu'on avait précisé juste ici. Alors là c'est très bateau hein, comme exemple, je vous l'accorde, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire du traitement un peu plus avancé, par exemple avec des expressions régulières ou ce genre de choses. Petite parenthèse, mais qui est très importante, c'est que les vérifications qu'on fait ici, on pourrait également les reprendre en HTML directement. Il y a des attributs qui existent pour ça. Par exemple, pour vérifier qu'un champ n'est pas vide, eh bien, je pourrais simplement écrire required comme ceci. De cette façon, alors sans rien à l'intérieur, juste comme ça. Et de cette façon, ici, eh bien, il va simplement vérifier que le champ, donc comme, hop, j'ai fermé le fichier, mince, que le champ est bien une valeur, donc ça nous éviterait de faire ce traitement générique juste ici. Tout ça, c'est des raccourcis qui ont été créés, c'est des choses qui nous permettent avec les navigateurs récents d'éviter d'avoir à faire ce genre de traitement et de récupérer ici directement les required via des attributs HTML. Alors je dis les navigateurs récents, mais bien sûr ça fait déjà quelques années que ça existe. Cela dit, on va pouvoir faire en fait ce traitement va plutôt nous servir, au lieu de vérifier si les champs sont pas vides par exemple, à vérifier si on a, avec des expressions régulières pour ceux qui connaissent, à vérifier si on a telle ou telle valeur que l'on s'attendrait à avoir dans un champ. Donc c'est plutôt à ça que ça va nous servir. Et autre petite chose encore, alors ici le required pour ceux qui connaissent pas, hein, si j'actualise la page ici il va me dire ah ben s'il vous plaît, enfin please fill out this field pour me dire merci de remplir ce champ, donc je vais mettre quelque chose à l'intérieur à chaque fois. En précisant ici une adresse mail parce que si je fais inscription il me dit merci d'indiquer une adresse mail. On a déjà ce traitement en fait avec les navigateurs récents qui vont être faits de façon automatique. Mais ce que je voulais dire, là où je voulais en venir en fait avec cette parenthèse, c'est que pour ceux qui font également du backend, c'est-à-dire qui vont récupérer le formulaire par exemple en PHP, en Ruby on Rails ou Node.js ou ce que vous voulez, c'est extrêmement important de ne pas se baser sur le traitement au niveau du JS, c'est-à-dire que vous pouvez faire des vérifications en JS, ça vous permet d'éviter de recharger la page par exemple, ou d'éviter de faire un appel sur le serveur si vous voulez faire un traitement asynchrone du formulaire. Ça, pour les personnes qui connaissent pas, vous inquiétez pas, on verra ça un petit peu plus tard dans de prochains tutos, mais c'est très important de ne pas se baser là-dessus et de refaire un traitement, soit au moins le même traitement du côté back-end, voire généralement un traitement encore plus avancé pour être sûr que tous les champs soient conformes à ce que vous voulez stocker dans votre base de données. Pourquoi? Eh bien simplement pour éviter des injections de code, parce que je vous le rappelle, le JS est un code côté client, et il va être accessible de tout le monde, c'est-à-dire que si je vais ici, alors je laisse ma console ouverte, si je vais dans Inspector ici, je peux aller sur le script, je vais faire, je sais plus, je crois que c'est maj-click, ou contrôle-click peut-être. Voilà, contrôle-clic, ça va m'ouvrir app.js et on a ici tout le fichier qu'on a écrit et ça n'importe quel utilisateur, alors utilisateur malveillant certainement, mais n'importe quel utilisateur malveillant qui va vouloir modifier ce code app.js va pouvoir le faire et va pouvoir enlever par exemple des traitements du formulaire. Donc c'est pour ça j'insiste vraiment pour ceux qui font de la programmation côté serveur, ne vous fiez pas à l'app.js, ça ajoute un côté ergonomique, c'est certain, parce que ça évite de recharger la page, ça affiche des erreurs directement dans le formulaire, mais par contre on ne peut pas l'utiliser comme traitement fiable, on va dire, au niveau des données. On n'est pas sûr que ça va être respecté par l'utilisateur, du moins par tous les utilisateurs. Donc ça c'était la petite parenthèse, mais vraiment très importante, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Maintenant, je vais vous montrer une dernière chose. On a vu ici comment ça se passait pour le traitement des formulaires. On peut voir également comment on peut traiter des champs, champ par champ. On va prendre par exemple documents.getElementsById. On va prendre notre email, ou plutôt notre email confirmation, comme ceci, email2, voilà. email2.addEventListener et je vais vous présenter l'événement input qui va nous permettre de détecter lorsque quelqu'un écrit quelque chose à l'intérieur de cet élément, à l'intérieur de ce champ. On va ici revenir dans l'index.html, on va mettre ici id égale email2, il faut le recréer, hein, là on a quand même besoin des id, id égale ici email, et ce qu'on va faire c'est comparer les deux valeurs des adresses email. Donc au niveau de notre erreur ici, on va recopier ce code là, erreur, et on va dire if this, donc ça c'est notre élément là, .value, est égal, ou plutôt est différente en fait, est différente de document.getElementsById email.value. À ce moment-là, eh bien on peut écrire par exemple, hop, je vais mettre juste ici, on va faire un else également, hein, mais à ce moment-là, si on entre dans la condition, on peut dire les deux adresses email ne correspondent pas, ne
correspondent pas. Comme ceci. Et là, au niveau du else, eh bien, ça va être document, donc on va reprendre ce code-là. D'ailleurs, on pourrait dire que ça, c'est notre variable erreur, bien sûr. Hop, ou élément erreur plutôt, ou paragraphe erreur, voilà, ce sera un petit peu plus générique, vu que erreur ici, c'était notre message d'erreur. Var paragraphe erreur égale, on précise ici notre document.getElementById, et ça permet d'être un petit peu plus rapide pour l'écriture. Égale une chaîne de caractères vide, et là vous allez voir ce qui va se passer à partir du moment où je vais commencer à rentrer une adresse email. Donc hop, je vais supprimer tout ça, voilà. On va rentrer un pseudo, donc primefx, hop, comme ceci, adresse email salut@g.com, et ici à partir du moment où je vais rentrer quelque chose, par exemple t pour test, alors pardon, il a juste pas détecté ici, enfin il me dit value is not a function, puisque je lui ai mis value comme ceci alors que value est un attribut, donc pas de parenthèse ici. Voilà, mais si je reviens, comme je le disais, si j'entre quelque chose, à partir du moment où je vais entrer quelque chose, voilà, il va me dire les deux adresses mail ne correspondent pas. Ici, si j'entre bien salut@g.com, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baser sur le premier champ et le message d'erreur disparaît. Par contre, il me dit toujours, si je clique sur inscription, veuillez renseigner tous les champs. Donc ça, c'est très intéressant en fait, puisque ça va nous permettre sur certains champs, typiquement pour les deux adresses email, c'est pour ça que je voulais ici vous faire l'exemple avec la confirmation de l'email, eh bien si j'enlève ça, il va me dire les deux adresses mail ne correspondent pas. Si j'entre la même, effectivement, elles correspondent. Donc on a vraiment un traitement dynamique qu'on va pouvoir faire. Ici bien sûr on affiche juste un petit message d'erreur, mais on pourrait faire quelque chose d'un peu plus complet si on le souhaitait, afficher une jolie box d'erreur à côté ici qui nous dise attention l'email ne correspond pas à l'autre email qui est juste au-dessus. Et on peut laisser ça, on peut laisser ce traitement juste au-dessus directement comme ceci, en parallèle en fait du traitement du formulaire dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre ensemble du traitement cas par cas et du traitement qui est propre à l'ensemble du formulaire. Petite subtilité, enfin pas subtilité vraiment, mais petite chose à laquelle il faut faire attention, on va souvent voir change également. L'input change est pas exactement pareil, je vais faire un alerte de OK tout simplement. Si je fais un alerte de OK, donc c'est sur cet élément-là, je peux modifier, vous voyez qu'il se passe rien. Pourtant on a change, on dit voilà, lorsque l'élément change, en fait le changement va être pris en compte lorsqu'on va enlever le focus. C'est-à-dire que vous voyez que si je clique ailleurs sur la page, ici je rentre quelque chose et je change, enfin je clique ailleurs, eh bien on a cet événement qui est pris en compte. Si je remets l'email ici qui est la même, le message ne change pas, mais par contre si je clique ailleurs, il me dit bien OK, et là le message d'erreur s'enlève. Le change en fait va être utilisé notamment pour les checkbox, pour les boutons radio, pour les list select également, on voit quand une valeur change, mais par contre pour les entrées c'est plus sympa d'utiliser input puisque ça vous montre en temps réel, enfin ça détecte les changements plutôt en temps réel. Donc ça permet également, voilà, ça vous fait découvrir quelques événements supplémentaires pour ceux qui ne les connaissaient pas en tout cas, et là on voit bien qu'on a à nouveau le message d'erreur qui s'affiche correctement. C'est donc la fin de ce tuto, donc on aura vu comment traiter des formulaires, faire de la validation, ici dans des cas qui sont très peu concrets, ou du moins pas pour ce traitement ici générique qu'on remplacerait directement par ces required que je vous ai montré juste avant en attribut HTML directement, mais ça vous montre comment on peut traiter au cas par cas, de façon générique pour tous les champs d'un formulaire, et aussi comment on va pouvoir éviter d'avoir le comportement par défaut, donc si jamais on a une erreur justement, et dans le cas où on n'a pas d'erreur, ici dans le else, soit on peut laisser l'envoi du formulaire se faire, alors ici dans le cas de ce formulaire ce serait méthode égale post plutôt, pour que ça n'apparaisse pas tout simplement au niveau de l'URL, mais en tout cas on a vu comment faire pour traiter ça, pour laisser le comportement par défaut, et dans le else, au lieu de laisser ce comportement par défaut, on pourrait en fait également choisir de l'enlever, donc par exemple ici i.preventDefault, faire un return false, et dans le else faire un traitement par exemple en Ajax, un traitement asynchrone du formulaire. Ce serait également une possibilité, hein, ça marcherait tout à fait. Voilà, ça c'est des choses qu'on n'a pas encore abordées, ou du moins que certains connaissent peut-être, mais je veux pas trop m'avancer non plus, je précise des choses pour les personnes qui sont un peu plus avancées sur certaines autres technologies, hein, mais ici le but c'est quand même de rester au niveau du JavaScript. Petite précision également pour le cas générique ici, on voit qu'on a une erreur qui va apparaître, donc ce erreur égale quelque chose dès que inputs i value va être vide, dès qu'on n'aura pas de valeur au niveau de l'input, eh bien on peut simplement rajouter à la fin un break comme ceci, histoire que ce soit plus optimisé. Pourquoi? Eh bien puisque chaque champ ici du formulaire, donc plus il y a de champs dans le formulaire, plus ça va être long, on va avoir une boucle sur l'ensemble des champs, et ici on va avoir if not inputs i.value, donc si l'inputs i.value est vide, donc si la valeur de notre entrée du formulaire numéro i est vide, eh bien on va avoir une erreur. Mais ce qu'on sait déjà à l'avance, c'est qu'à partir du moment où on détecte la moindre erreur, le moindre champ du formulaire qui est vide, eh bien on va vouloir afficher cette erreur. Dans ce cas-là, pas besoin de continuer la boucle for ici, on s'arrête au premier cas qu'on trouve et qui rencontre cette condition-là, qui rencontre une valeur vide au niveau d'un champ, et dans ce cas-là, on peut écrire break qui va avoir un effet directement sur le for qui est juste ici, et qui veut dire en fait, break, on arrête la boucle, on casse la boucle qu'on est en train de faire ici, et on passe à la suite du code.
De cette façon, ça évite de refaire des boucles for alors que l'erreur est déjà constatée. Vous retrouverez bien sûr tout le code qu'on a vu ici sur primefx.com, je vous mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.